Donc effectivement, le partenariat avec Vincent, il s'est fait il y a 9 ans. Le temps a passé depuis. Et donc il y a 9 ans, on a récupéré cette parcelle et l'objectif, en fait, on a implanté un essai Vertigo, qui est financé et soutenu par le CDB depuis le début. Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment de promouvoir les couvertures végétales au sein des parcelles viticoles. Et l'objectif, c'est on arrive à avoir plus d'enherbement au sein des parcelles, mais pas plus de compétition, c'est-à-dire qu'on arrive à concilier production et couverts végétaux. Production en quantité et d'un point de vue de la qualité aussi. Donc effectivement, quand on est arrivé ici, on a sélectionné cette parcelle qui était vraiment peu vigoureuse. Il n'y avait quasiment plus rien à récolter à la fin de l'année. Elle était défoliée à partir du mois de juillet parce qu'il y a une grosse contrainte hydrique. C'était une parcelle qui était envahie par du chien nord rampant. On en retrouve toujours, mais dans une moindre quantité. C'était quasiment à 100% du chien nord rampant ici. Et aujourd'hui, on en retrouve sur moins de 10% des inventaires forestiques. Donc il y a vraiment une progression, enfin une évolution dans les cortèges forestiques. Et ça, c'est parce qu'effectivement, au cours de ces 9 années, on a mis en place différentes stratégies pour piloter ces couverts naturels. Et ces stratégies, on a varié entre un mode de gestion extensif des enherbements naturels, c'est-à-dire qu'on a limité nos interventions, nos nombres de tontes, la hauteur de fauche, c'est pareil, on a relevé un petit peu la hauteur de coupe, ce qui permet d'avoir moins des espèces vivaces à rosette et donc d'avoir aussi plus d'espèces annuelles qui partagent davantage les ressources alimentaires du sol pendant la période estivale. Donc ça, c'est dans un premier temps ce qu'on a fait sur les enherbements naturels. Et après, sur un pont sur deux, on a mis en place un travail du sol et l'implantation d'engrais verts. Donc les engrais verts, c'est des espèces annuelles qui sont semées avant ou après vendange. Et on a joué sur une complémentarité d'espèces ici pour nous apporter différents services. Je baisse, comme ça vous m'entendez un peu mieux. Donc on a joué sur une complémentarité d'espèces pour apporter différents services. On a implanté effectivement sur cette parcelle dès le début de l'avoine pour se débarrasser du chien nord rampant, parce que l'avoine a un effet allélopathique très important, c'est-à-dire qu'elle va rejeter des composés chimiques qui va faire que le chien nord rampant, ça va limiter son développement, sa reproduction. Et en plus, ça va bien couvrir l'avoine. C'est un véritable effet couvrant, effet mulch. Et donc ça permet, par une compétition pour la lumière, de limiter le développement des adventices. Donc on a joué déjà sur celle-ci, pour l'effet mulch et pour l'effet allélopathique. Ensuite, on a rapporté une moutarde, qui est une crucifère, pour diminuer un petit peu le pH, parce que la problématique sur cette parcelle ici, c'est qu'effectivement, Vincent l'a très bien dit, on est sur un terroir calcaire, on a une roche-mère calcaire, et donc du coup on a des pH qui sont un petit peu élevés, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'en fait le frigo du sol, il ne peut pas s'ouvrir si le pH n'est pas à la neutralité. La neutralité pour un sol, c'est entre 6 et 6,5. Okay, donc là ici on était plus sur du 7, 7,5. Donc effectivement le frigo il est moins accessible pour la vigne, pour qu'elle puisse s'alimenter. Donc l'objectif à travers ces crucifères, c'était un petit peu de réduire le pH, parce que les crucifères, elles mobilisent le soufre qui est présent naturellement dans les sols. Elles vont le mettre en surface et ça permet de réduire un petit peu le pH. Donc il y avait cet objectif-là visé à travers les crucifères. Et ensuite, on a implanté également une légumineuse. Alors aujourd'hui, la légumineuse qui est implantée, c'est du trèfle d'Alexandrie, qu'on retrouve ici. Donc c'est la famille des fabacées, les légumineuses. C'est la seule famille qui est capable de capter l'azote atmosphérique et de la remettre à disposition au niveau du sol via ses nodosités. Donc ça fertilise naturellement votre sol. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle on appelle ça des engrais verts, par l'association avec les légumineuses. Et donc au début, on était parti sur de la févrole. Févrole qui, effectivement, il y a 8 ans, avait pas mal la cote parce qu'elle était assez exubérante, elle fournissait un feuillage assez dense. Et puis petit à petit, nous, c'est vrai qu'on est un peu revenu des févroles, d'une part parce que d'un point de vue de la technique d'implantation, c'est un peu délicat parce que c'est une très grosse graine, qu'elle a tendance à se phaser dans la trémie du semoir, que c'est aussi difficile de gérer sa profondeur de semis par rapport aux autres espèces quand on met des mélanges. Voilà. Et en plus de ça, c'est une espèce qui est sensible aux pucerons, à l'anthracnose et aux dégâts des graines par les bruches. Donc c'est pas facile de trouver des graines de bonne qualité.
Et qui plus est, la févrole, c'est aussi une semence qui est assez chère comparée à du trèfle. Le trèfle, l'avantage qu'il y a, c'est que d'un point de vue biomasse sèche, on a autant en fourniture qu'une févrole. Et en plus de ça, c'est hyper rustique. Donc c'est rustique et ça sème avec tout type de mélange. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc effectivement, de la févrole, on est passé au pois, et du pois, on est passé au trèfle. Et donc le trèfle ici se débrouille pas mal. Alors les trèfles, nativement, ils préfèrent les terroirs plutôt acides. Donc ici, on est sur des pH plutôt basiques. C'est pour ça qu'on a sélectionné du trèfle d'Alexandrie, qui lui se débrouille bien sur des sols avec des pH un petit peu élevés. Donc ça, pourquoi je vous explique ça, pour vous dire qu'en fait, la connaissance aussi des espèces, des caractéristiques de ces espèces semées est importante pour adapter les mélanges que vous allez mettre en place au niveau de vos engrais verts. Donc ça, c'est effectivement un point important pour la réussite de ces différents modes de gestion. Donc voilà un petit peu ce qui a été mis en place sur cette parcelle. Et le cavaillon, Vincent le gère de façon adaptative. Donc effectivement, dès qu'il y a quand même trop d'herbe, il va passer les lames. Tu entretiens aussi par des tontes de temps en temps. Voilà, de moins en moins. C'est un passage de lame assez tardif. Tu fais combien de passages de lame là dans l'année? Là on va en refaire un. Là tu vas en refaire un. C'est 4. 4 passages dans l'année. Toi tu es plutôt assez satisfait de ce mode de gestion, tu arrives à pas te laisser déborder? Oui, donc je suis satisfait, après il faut accepter un moderne. Voilà, c'est ça, effectivement. Ici il y a pas mal d'avoine. C'est vrai qu'elle est compliquée à enlever avec les lames. L'avantage c'est que l'avoine là elle est en fin de cycle, ouais, voilà. Donc c'est une annuelle. Hein. Donc effectivement après elle posera plus de soucis, elle va sécher. C'est ça. Et finalement c'est pas plus mal qu'elle occupe l'espace. Ouais. Bon après faut pas que ça empêche la qualité de pulvérisation non plus, mais voilà. C'est tout un équilibre à trouver. Donc voilà un petit peu ce projet Vertigo. Et donc ce projet Vertigo, il n'est pas seulement mené que chez Vincent, il est mené chez 12 autres viticulteurs, en Gironde, un petit peu en Dordogne. Et à chaque fois on conduit cet essai de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une partie avec les stratégies que je viens d'évoquer. Donc là on est sur la partie où on teste justement ces pratiques innovantes. Et on le compare avec un témoin où le viticulteur met en place les pratiques qu'il a l'habitude de conduire. Et de façon systématique, en fait, on va mesurer les performances entre ces deux modalités. Donc on va mesurer les performances sur les maladies. Donc ça, c'est ce qu'on a incrémenté récemment au niveau de l'essai Vertigo. Sur les performances viticoles, d'un point de vue des rendements, d'un point de vue de la vigueur. On regarde aussi l'évolution des sols, des teneurs en matière organique. Et ça, là-dessus, on a des très bons résultats parce que sur des parcelles où on partait à... Ici, par exemple, il y avait moins d'1% de matière organique. Aujourd'hui, on a plus de 4%. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on a vraiment amené de quoi manger au niveau du réservoir nutritif du sol, et ce qui explique aussi le constat que fait Vincent sur ses rendements et sur la vigueur de sa vigne. C'est-à-dire que comme on amène plus à manger, on a plus d'herbe, d'accord, mais on arrive à avoir un meilleur partage des ressources. C'est l'idée de remplir le frigo pour que chacun puisse s'y retrouver. Que grâce aux engrais verts, vous avez réussi à remonter le... Alors c'est engrais verts et gestion des couverts naturels de façon extensive. Il n'y a pas eu d'apport. Il y a eu un apport en tout début d'essai. Il y a eu des apports, mais... En tout début d'essai, ouais. C'était 20 tonnes hectares il y a 8 ans. Pour justement faire un effet starter pour que le couvert parte, que le couvert semé parte. Parce que ici il y avait quand même cette problématique. C'était qu'on avait vraiment tellement peu de matière organique que même les couverts semés ne voulaient pas partir, quoi. Donc c'était pas étonnant d'ailleurs que la vigne soit un peu faiblarde, quoi. Voilà. Donc ce projet Vertigo, effectivement, il est conduit de manière systématique et on compare chaque année les performances. Autre résultat assez intéressant là qu'on a capitalisé l'an dernier, c'est que sur des parcelles où on a réussi à vraiment favoriser l'effet mulch toute la saison, jusqu'au mois d'août, on a réussi à laisser en fait, là ça se joue sur les modes de destruction des engrais verts. Ici on va le rouler, et c'est ce qu'on essaye de plus en plus de faire, de le rouler, de surtout pas trop l'émietter et pas l'incorporer pour avoir cet effet mulch qui fait qu'on va limiter le salissement de la parcelle et qu'on va limiter de fait la concurrence estivale liée aux adventices.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce mulch il va garder aussi un peu de fraîcheur, un peu d'humidité, même pendant les étés très secs comme ce qu'on a pu avoir l'an dernier. Et ça limite les degrés alcooliques au niveau des vins. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pu voir sur les essais, et enfin sur le projet Vertigo l'an dernier, et que justement on souhaite vérifier là au cours des prochains millésimes. Donc dans une logique de réchauffement climatique, de degrés qui s'envolent, ça a aussi une valeur ajoutée sur ces enjeux-là. Donc qu'on n'attendait pas, mais qu'en tout cas on a commencé à mesurer sur plusieurs parcelles et maintenant qu'il faut confirmer. Sur la date de débourrement aussi. En fait. Sur la date de débourrement, ça c'est vraiment un élément important aussi. En fait le fait de couvrir ces sols avec de l'herbe, ça permet de garder de l'humidité, de la fraîcheur. Et du coup on a effectivement un retard dans le débourrement. Et ça permet de se sortir des problématiques de gel. On gagne quasiment 15 jours sur le stade phénologique en début d'année. Et à partir du moment où le couvert va être roulé, les sols vont très vite se réchauffer et la vigne rattrape en une dizaine de jours le retard végétatif qu'elle avait. Donc ça c'est aussi un élément important compte tenu des débuts d'année qu'on a avec ces risques de gel. Ça commence à être des phénomènes qui s'installent effectivement, enfin qui se répètent du moins. Donc par rapport à ces problématiques-là, ça fait partie des solutions. Ouais. Les deux semaines de différence, vous les voyez vraiment avec les parcelles des voisins, c'est ça? On compare avec le témoin systématiquement. Ah, vous avez un témoin, d'accord. Ouais, on a un témoin, à chaque fois on a le témoin d'à côté et on fait le comparatif et on comptabilise. On comptabilise les écarts. C'est pas ça qui va sauver le gel des dîners. Ça c'est sûr. Oui, mais le gel de cette année par exemple, je pense... ça avait commencé à débourrer ici. J'ai eu de la casse, mais moins. Certainement, après c'est difficile à dire, mais on l'a mesuré. Ce qu'on peut quand même voir effectivement, c'est que à côté c'est des merlots, là c'est des cabernets francs, donc il y a quand même un petit décalage, mais c'est clair que c'était bien débourré à côté. Oui, il avait tondu à ras, travaillé, parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on tond à ras, quand on travaille, on va amener de l'air, on va permettre au soleil effectivement de se réfléchir au niveau du sol. Ça va stimuler l'évapotranspiration et forcément comme l'eau elle laisse place à l'air, ça se réchauffe plus vite et forcément ça débourre. La vigne, enfin tous les végétaux, dès qu'il fait suffisamment chaud, ils partent. Pour eux c'est le début c'est la sortie de l'hiver, ça fait partie des marqueurs qui font que ça va partir en végétation et effectivement ça dans une logique un peu de prophylaxie finalement par rapport au gel. Limiter le travail du sol en saison, limiter les tontes trop précoces, ça va jouer sur ce débourrement, sur ce départ en végétation et donc potentiellement limiter un peu la casse. Parce que du coup, pour la gelée, au contraire, on pensait plutôt tout tondre 2 semaines avant la gelée pour limiter l'humidité. Ça peut. Alors en fait ça dépend quel type de gelée, on en revient toujours à la même problématique. Là le souci qu'on a c'est que c'est des gelées noires, en 2017 cette année. Il y a eu quelques petites gelées radiatives, donc les gelées radiatives c'est vraiment des écarts de température entre le jour et la nuit. Mais là généralement les gelées radiatives c'est -1, -2, on reste sur des petites gelées. Et là le souci qui se pose sur des gelées noires où on est à -4, -5, qu'on soit avec de l'enherbement ou sans enherbement, c'est pareil. D'ailleurs le constat cette année c'est celui-là, c'est que qu'on ait tondu ou pas tondu, ça a été pareil pour tout le monde, tout le monde avait gelé. Voilà. Donc effectivement ça c'est un point important. Et après il y a des essais qui ont été menés cette année et qui ont permis de voir que les parcelles de vignes où effectivement on avait laissé l'herbe sous les cavaillons qui montaient vraiment pour le coup au niveau des astes. Là ça a permis de protéger parce qu'en fait ça relève le point de rosée. Mais pour ça, il faut que sous le cavaillon ce soit très enherbé, pas que ça fasse un couloir, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir un effet surenchère. C'est-à-dire que l'humidité, elle va vraiment se concentrer au niveau de vos astes, au niveau des bourgeons, et ça, effectivement, ça va être la surenchère par rapport à la gelée. Donc là, il y a encore des... Donc on ne sait pas tout de ça, il y a encore des choses à affiner. Mais les premiers constats montrent qu'effectivement, sur des stratégies où on a presque l'herbe qui étouffe les pieds, on limite effectivement la gelée, parce qu'on rehausse le point de rosée. Et si on laisse des couloirs,
et qu'on est sur des gelées plutôt radiatives, là par contre il y a un effet surenchère. Donc, et ça c'est pas facile parce qu'on est incapable de le prévoir, hein. C'est très compliqué de savoir à quel type de gelée on a affaire jusqu'à ce qu'on y soit. Mais en tout cas, voilà, effectivement ça fait partie des mesures prophylactiques. Ça permet de limiter un peu le départ en végétation. Ça c'est un point important. Il y a quelques bonnes mesures aussi pour limiter les gelées radiatives et l'effet surenchère lié au couvert. C'est de toujours garder une distance entre le couvert et les bourgeons de 30 cm. Ça permet une bonne circulation de l'air, ça permet d'assainir effectivement un petit peu le microclimat au niveau des bourgeons et d'éviter ces effets de surenchère. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je crois que j'ai fait le tour sur ce projet Vertigo. Si vous avez des questions. Non ? Là on peut pas rouler le... Ça fera rien si on roule le couvert. Enfin, il n'y a pas de couvert végétal. Si, il y en a un. Alors là, effectivement, là vous voyez, c'est-à-dire qu'on laisse tellement l'enherbement naturel se développer qu'on se rend même plus compte. Et en plus, il y a un peu de pollution, effectivement, donc on retrouve des avoines qui ont été semées dans l'enherbement naturel, c'est ce qui est un peu trompeur. Et là, le couvert ici va être roulé. Celui-là, il est semé. Celui-là est semé, ouais. Et roulé avec quoi? Avec un rouleau. C'est un rouleau maison. Ouais, c'est un rouleau qu'on a fait nous. Mais avec des dents? C'est des lames, ouais. Ouais, c'est T'arrives à rouler là malgré le... Ah bah faut essayer. Hein. Le fait de travailler, autour, ça gêne pas ça? Je sais pas, je pourrais pas te dire. D'accord. Après, en fait, on va pas... Le roulage, je suis vraiment pas au point. D'accord. Tu l'as fait l'an dernier déjà. Je l'ai fait l'année dernière, mais effectivement c'est compliqué parce que la parcelle, le rang est pas forcément droit. C'est ça. Moi mon rouleau il est rond, il est cylindrique. Ouais. Et puis on l'avait commencé, moi j'ai commencé il y a 2 ans et je l'ai fait vraiment beaucoup trop tôt. En fait il faut le faire là maintenant, pas avant. Parce qu'effectivement comme elles sont à piaison, parce qu'il n'y a que ça qui va, ouais. ça va coucher en fait. Et si elle est cassée et qu'elle va sécher, ça va tenir tout le monde en bas. Là. Bon, évidemment ça va remonter hein, dès qu'il va pleuvoir, les trucs qui vont remonter. Mais c'est vraiment cet effet malche qui est recherché. Ouais. Et après le broyer c'est pas non plus catastrophique. Hein. Franchement. Si tu règles le broyeur à marteau à vitesse lente, on arrive à avoir des que ça, broyer, il faut y aller. Hein. Alors plutôt broyeur à marteau ou avec un giro? Non, broyeur à marteau. Ça fait des morceaux plus gros? Ouais, à vitesse lente, ça permet effectivement d'avoir un mulch un peu plus épais. Et puis souvent les gyros ils conditionnent un peu. Et oui. Ouais. Et du coup ça a tendance aussi à entraîner une mauvaise dégradation des matières organiques. Et du coup elles se putréfient au lieu de se minéraliser. Et forcément en fait ça va partir, les éléments nutritifs vont partir dans l'atmosphère sous forme de gaz plutôt qu'être restitués au niveau des sols. Donc ça aussi il y a tout un enjeu. On essaye vraiment de stocker pour remplir le frigo. Donc c'est effectivement ce que j'arrête pas de leur bassiner depuis. L'année dernière, on a semé, on voyait encore le mulch, ouais. Ici ça faisait partie des parcelles où il y avait encore beaucoup de mulch. Ouais. Et un léger, ce que je ferais, mais je sais que je ne sais pas comment le faire, un léger coup de rota en surface. Vous l'enfouissez quasiment pas, juste... Alors en fait le souci que tu vas avoir c'est que si tu passes le rota... la terre et le végétal. Alors déjà bon il y a le souci du rotavatoire qui fait que tu vas lisser ton sol en surface. Sur un sol en plus là ici tu es quand même très limoneux donc tu vas avoir tendance à créer une semelle de labour ou alors même une croûte de battance en surface. Donc le souci c'est qu'après ton sol il respire plus, hein. C'est quand même, ça c'est un vrai facteur de stress, de stress azoté hydrique pendant l'été. Donc c'était d'ailleurs une problématique parce que tu travaillais quand même pas mal la parcelle. Bah ici il y a pas mal de rota. Ouais. Et c'était un gros problème. Tant que ça se dégrade, ça va mettre pas mal. Et donc il y avait ce souci là, donc le rota on l'a un peu banni hein, depuis. Ça sera plus court. Fait sur plusieurs années. Et qui plus est Je pense que si le fait de remettre de la végétation tous les ans aussi, on évite ce problème de... En fait, il a peur que ça se minéralise pas assez vite, je pense. Mais en fait, c'est pas ce qu'on recherche, nous. Après 8 années d'essai, c'est plus ce qu'on recherche. Au début, on avait ces stratégies-là, c'est-à-dire qu'on allait enfouir avec un passage de disque, un passage de rota, etc., juste en surface.
Mais la nature, elle fait bien les choses, hein. Si elle pose la matière organique en surface, la forêt, elle n'a pas besoin de nous pour s'auto-fertiliser, hein. D'accord. Effectivement, les matières organiques, là où elles se dégradent le mieux, c'est à la surface. Et on a le souci qui se pose quand on va travailler ces couverts pour les qui dégradent plus vite. Effectivement, ça va accentuer la minéralisation, elle va se faire plus rapidement. Le souci qui se pose, c'est est-ce que cette minéralisation et les éléments fournis vont être mis à disposition de la vigne au moment de sa floraison, parce que c'est là qu'il va y avoir le pic d'assimilation azotée. Et or, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que vous le détruisez souvent un peu trop tôt. Et donc, le souci qui va se poser, c'est que la matière organique va rapidement se décomposer si vous travaillez, si vous la broyez finement. Et les éléments nutritifs, en fonction de la climato qu'on va avoir, en fait, ils vont partir pour la plupart dans le fossé, quoi. Ils vont pas servir à votre vigne. Aussi rapidement. Donc nous, le choix qu'on a fait, parce qu'effectivement, les 3 premières années, on avait tendance à travailler, effectivement, pour travailler, à affiner un petit peu le mulch et à l'incorporer. Et on s'est rendu compte qu'il était préférable sur le réservoir nutritif du sol de faire cet effet mulch, parce qu'en fait comme ça il s'entretient au fur et à mesure des années et la minéralisation elle se fait à son rythme en fonction de la climato, et ce qui est bien c'est qu'effectivement ça va être en même temps, ça se synchronise avec les besoins de la vigne à floraison. Donc on arrive à avoir une meilleure gestion des stocks nutritifs, du frigo du sol, en faisant comme ça, c'est-à-dire en ayant ce mulch et la minéralisation finalement des restitutions de l'année précédente qui va se faire et qui va être mis à disposition pour votre vigne. Et donc ça, comment après c'est un parti pris. Comment tu prépares ton sol pour semer après? C'était ma question, ouais. Logiquement, on va mettre un coup de disque en juillet. Et après, j'ai 2 semoirs, donc j'en ai un semi-direct. Là, cette année, on a semé avec le semi-direct. Ouais. Donc là, on a passé un coup de disque. Et semis. Et ça a repris un peu d'herbe. Et en septembre, juste avant les vendanges, ou non, c'était juste après, je sais plus. Juste après, ouais. Juste après, on avait commencé tôt cette année, les vendanges. Juste après les vendanges, on est passé avec le semi-direct. Donc on est plutôt content, moi je suis content, ça a bien marché. Et après, sinon, j'ai une herse avec un distributeur, un semoir intégré. Ça c'est pas mal aussi. Ouais. Ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. C'est deux outils différents. Voilà. C'est quoi comme semoir? Le semi-direct? Est-ce que c'est c'était l'atelier paysan, c'est de l'autoconstruction. C'est des coutres. C'est des dents. Ouais, il y a des disques droits devant qui ouvrent le sol, et après il y a un coup. Et ça distribue juste derrière. Ouais. Ça enfouit un peu profond. C'est un peu le bémol de ce matériel-là. Ouais. C'est qu'effectivement ça va enfouir un peu trop profond, donc sur des toutes petites graines, elles ont un peu tendance à mettre du temps à sortir et à s'affaiblir. Et du coup, la biomasse après qui sort est un peu moins au rendez-vous, quoi. Ouais. Ouais. On peut pas régler la profondeur avec le semoir? C'est hyper difficile parce qu'il faut quand même qu'il rentre. C'est un semi-direct en fait. Donc c'est la limite si on le met pas dedans, il va frotter et la graine sera à nu, quoi. Donc c'est pas évident. Après à nu ça marche pas. Enfin moi je le fais à nu avec un semoir herbe. Ouais, un poney, un petit peu un gazon là. Il faut bien passer le rouleau derrière. Oui, mais tu roules. Oui. Ouais, là il n'y a rien derrière, c'est pour ça. Il y a un léger tassement, mais les rouleaux sont intégrés au semoir. Il n'y a pas de rouleau. Ça fait partie aussi des conditions pour réussir son semis. Hein. Le passage d'un rouleau, il faut vraiment rappuyer les graines, qu'il y ait un bon contact. Ouais, c'est pour ça qu'on a aussi changé notre système avec la herse, parce qu'on a le distributeur et derrière on a un rouleau. Effectivement. Ça fait un super boulot, c'est vrai. Ce que j'ai essayé moi, c'est un coup de quad avec le 2 lames derrière et après un coup de rotin. Et sur argile ça marche très bien, sur sable cette année c'était catastrophique. Ouais, parce que ça éparpille trop et ça va casser les graines. Ouais. Le rotin c'est quand même trop violent pour... Ah oui. Qu'est-ce que je peux passer d'autre? Un rouleau, ouais. Non mais il faut que je casse l'herbe quand même alors. Ouais, en fait il faut le faire au préalable. Ouais. Je casse l'herbe avant après. Et je sème après. Ah oui, ouais. C'est dans l'autre sens. C'est mieux. En plus le rota, le problème c'est que ça conditionne un peu, ça va, du coup ça va repousser un peu toutes les graines et il va y avoir tendance à y avoir des sillons. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur... Ce que je peux dire quand même sur la gestion de l'herbe, il y a quand même les
salariés, enfin, ceux qui travaillent dans les vignes, c'est régulièrement, là encore ce matin, ils me disent c'est assez compliqué, c'est vrai. Là aujourd'hui, l'herbe était humide, donc on est obligé de mettre le pantalon. Donc c'est fatigant, hein, des journées comme ça où il fait vite très chaud. Donc ça fait partie des contraintes. Ouais. Donc il faut savoir l'expliquer, et il faut savoir écouter. Là ils en ont marre. Donc, ça fait bien. On va Là les c'est détruire. l'échéance. Moi je repousse au maximum, là je sens qu'ils en ont vraiment plein de dos là. Non, c'est vrai. Dans mon idée, on essaye de tondre 2-3 fois par an max. Voilà, donc là on a broyé les bois. Donc il y a un rang qui est propre. C'est celui-là. Ouais. Ça a repoussé. Là on va repasser un coup de broyat et puis ça finira peut-être jusqu'au vendange, quoi. Voilà. Et effectivement il y a un côté où quand on est dedans, notamment la folle avoine, c'est quand même fatigant. C'est pas agréable. Donc Faut trouver un compromis. faut trouver, voilà. En Le tout bon cas, compromis. c'est quelque chose qui va, si vous passez sur ce genre de démarche, c'est quelque chose qu'on va vous dire. Enfin, on le sait quoi. J'ai essayé de mettre cet hiver sur certaines parcelles les sarments dans la févrole. En fait, c'est une fausse bonne idée parce que je dois plus rouler après. J'ai dû broyer. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, après la févrole, elle a pas trop un effet mulch, donc au pire, C'est pas grave. c'était pas grave. Voilà. Par contre, si on le met en surface, ça part bien quoi, on n'a pas de problème de semis. Non. Non, c'est plutôt La févrole, c'est ça rustique. ouais, c'est rustique. Ouais. Et après, juste un point peut-être sur les semences. Nous, on fait nos 20 hectares en engrais vert, donc il nous faut quand même quelques tonnes de semences. Donc ça fait quand même partie, c'est pas négligeable comme coût. Donc il était hors de question d'acheter des semences certifiées bio. Alors elles sont certifiées bio, mais on cherche des semences paysannes. Et donc il faut trouver un partenaire. Donc là, nous le choix des semences, on n'a pas le même choix que la chambre. Clairement, vous avez la vision un peu recherche, nous on a la version pratique, où il nous faut des semences locales et certifiées en bio. Donc il faut trouver le paysan qui vous fournit les graines. Parce que sinon c'est un budget mais juste délirant. Effectivement, une févrole, c'est 1 euro le kilo, quoi, 1,50 € le kilo en bio. Donc l'un des secrets aussi, c'est quand même la densité de semis. Hein. Nous on a commencé je crois qu'au début on était à 60-70 kg. Aujourd'hui on est presque au triple, quoi. Ouais. Donc, quand tu parles de la masse de quantité à l'hectare, c'est c'est ce que tu mets sur la surface ici, ou c'est ce que tu mets sur l'interrang semé. Sur le tiers. Sur le tiers. Sur le tiers, on va mettre 200 kg hectare, presque. Donc sur l'hectare là, sur un hectare tu mets 200 kg de semis. Additionné entre toutes les espèces. Donc en fait tu multiplies par 3, tu es à 600 kg sur la partie... Mais il n'y a pas une... Non, c'est divisé par 3. C'est sûr? Bah oui. Mais pas 300 kg. Non, c'est divisé par 3. Ah oui, ça paraissait un peu énorme là après. C'est pas multiplié par 3, c'est divisé par 3, puisque c'est une dose à l'hectare. Mais après, ça reste quand même un à coût... 80 kg, en effectif, tu as 80 kg hectare, quoi. 70 kg hectare. Nous, on avait fait le calcul du coût de la technique des engrais verts, on était rendu à 60 € de l'hectare. Tout confondu, c'est-à-dire la graine plus le semis, plus la destruction. C'est des graines pas très chères, c'est assez... Ça reste un coût qui est raisonnable. Voilà, donc la graine, c'est pas un paramètre à négliger, vraiment pas. Non. De la bonne graine déjà, et puis il faut trouver ce qui nous intéresse, quoi. Donc là, c'est vrai que nous on a trouvé là, mais on a mis du temps. Hein. Ça fait 10 ans qu'on cherche. Et ça, c'est les approvisionnements. C'est local ou vous allez en Ouais, Dordogne? c'est un céréalier du sud Gironde. Donc là, on leur passe la commande au printemps de ce qu'on veut pour l'automne, quoi. Bon, alors moi, j'aime semer avant les vendanges, en plus. Donc ça évite, quoi. Effectivement. Donc voilà, et aujourd'hui nous on achète les graines 500 € la tonne, alors que si je prenais
les mêmes chez Euralis ou n'importe lesquels autour, là, ce serait le double, hein, facile. Hein. C'était Une frite, quoi. En moyenne, c'est presque le prix. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des graines à 1 €, mais. Donc là, ça c'est pas possible. Enfin, Ouais, non, ça va devenir vite un budget, ça va être très long. Déjà, c'est un budget. Ça devient plus cher que de l'annuel organique. Bon, on en est quand même assez loin là. Mais Non, oui. mais Ça compte, hein. 1,50 € kilo, Oui, ça oui, non, commence mais à c'est faire sûr. mal, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le trèfle rouge se ressème tout seul? Le trèfle incarnat, alors en fait, tout se ressème tout seul si vous attendez les piaisons ou la fin de floraison. C'est ça. Tout se ressème tout seul. Après, en fait, il faut quand même faire un regarnissage, c'est-à-dire qu'il faut quand même ramener un peu de semences de façon régulière pour entretenir vraiment le couvert d'une année sur l'autre. Sur cette parcelle, je sais pas quand c'est qu'on a arrêté de la févrole, mais on en voit On encore des retrouve pieds. encore. Mais là, l'avoine qu'on retrouve, hein, c'est des semis de l'an dernier. Hein. Ouais. Donc, non, d'il y a 2 ans, parce qu'on n'a pas changé depuis 2 ans. Donc effectivement, ça se ressème, mais il faut toujours faire un regarnissage. Ça permet de limiter un peu la dose de semis à l'hectare, mais ça, il faut quand même en mettre un petit peu en plus. Ouais. Est-ce que vous avez pu mesurer une différence entre les couverts spontanés et justement les couverts avec l'engrais vert alors à la fois sur la croissance de la vigne, sur les rendements, je ne sais pas si tu as déjà pu observer quelque chose par rapport à la structure du sol aussi? Elle est pas mal à comparer parce que pour le coup, il y a une partie là qui est non semée. Donc on voit quand même que juste la méthode alternative de pompe de fauche extensive. Ça a joué énormément. Il y a quand même moins de chiens dents, quasiment plus. Hein, en termes de dominance de certaines espèces, du coup par rapport à sur les cortèges notamment. floristiques, ça a vraiment nettement fait évoluer la flore. On a gagné en espèces annuelles, on a baissé un petit peu au niveau du nombre d'espèces totales, donc la richesse spécifique, mais en fait on s'est affranchi d'espèces qui étaient problématiques. Le chien-dent, les mousses, les dactyles, voilà, des espèces qu'on n'aime pas trop, qui sont assez concurrentielles. Et donc là-dessus ça a été un vrai point positif. Et là après 8 années d'essai, on commence à avoir des orchidées sur la parcelle qu'on ne voyait pas auparavant. Donc ça c'est aussi un résultat intéressant.